Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez. Je vois qu'il y a 15 participants d'ores et déjà présents. Est-ce que vous pouvez simplement me dire dans la barre de commentaires à droite de votre écran si vous m'entendez, si vous me voyez bien avant qu'on commence? Bon, très bien. Apparemment, ça marche. On va encore attendre quelques instants avant de commencer ce petit webinaire pour que tout le monde ait le temps de nous rejoindre. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, bonjour à tous une nouvelle fois. Merci d'être présent aujourd'hui pour le webinaire que nous animons avec Norcon, qui va durer une petite demi-heure et dont l'objet est de parler un petit peu et d'envisager la question de l'indemnisation des titulaires de marchés publics qui, du fait de la crise Covid-19, ont vu la réalisation de leurs prestations on va dire perturbé. Voilà. L'objectif donc c'est de vous présenter rapidement, hein, parce qu'une demi-heure c'est pas très long et ça ne suffit pas pour couvrir l'intégralité du sujet et en tout cas toutes ses subtilités. En tout cas, vous présenter rapidement les différents mécanismes d'indemnisation qui sont prévus, enfin qui sont en tout cas mobilisables pour envisager donc l'indemnisation du prestataire dans le cadre de marchés publics, dont soit le marché a été purement et simplement résilié suite à la crise Covid-19, soit les prestations ont été suspendues pour une durée soit déterminée, soit indéterminée, voir comment effectivement le titulaire peut, le cas échéant, présenter une demande indemnitaire, sur quel fondement juridique, et également pour les personnes publiques, voir comment traiter ce genre de demande lorsqu'elles les reçoivent. Alors, juste un petit mot sur la logistique, entre guillemets. Je vais donc vous exposer ce thème pendant une petite demi-heure. On consacrera en fin d'intervention un créneau peut-être de 10 minutes, voire un peu plus si besoin, aux questions que vous auriez. Je vous propose de garder ces questions-là pour la fin de l'intervention. Donc, vous voyez que vous avez une colonne à droite, hein, commentaires, vous pouvez taper vos commentaires. Je vous propose de taper vos questions au fil de l'eau sur cette colonne-là, et donc je les évoquerai, on les lira à la fin de l'intervention, et j'essaierai d'y apporter des réponses. Voilà. Donc, je pense qu'on peut commencer maintenant, il est 9h35, parce qu'on n'attend plus beaucoup de monde. Je vais commencer par me présenter quand même. Je m'appelle Pierre Jacob. Je suis avocat au barreau de Lyon depuis 11 ans maintenant. Je travaille au sein du cabinet Cornet-Vincent Sécurel et j'interviens exclusivement en droit public et très essentiellement en matière de contrat public et de marché public. Voilà. Donc encore une fois, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de faire le point sur ce qui existe comme mécanisme mobilisable pour envisager l'indemnisation des conséquences du Covid-19 sur l'exécution des marchés publics, travaux, fournitures, services ou autres. Et voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc j'interviens avec Norcon, hein, qui est un organisme de formation certifié et agréé, qui travaille également essentiellement en matière de marché public. Euh, voilà. Alors, quel est le constat et qu'est-ce qui a motivé mon intervention d'aujourd'hui, en fait? Simplement, comme vous le savez, hein, la crise Covid-19 a eu de nombreux impacts sur l'exécution des marchés publics, soit parce que certains d'entre eux ont dû être purement et simplement annulés, résiliés, soit parce que les prestations n'ont pas pu être exécutées et ont dû être suspendues. Alors, il y a toute une série de configurations qui se sont présentées, finalement, on y reviendra un peu plus tard, mais en gros, pour faire simple, vous avez pu, je ne sais pas exactement quels sont vos profils, mais en tout cas, les pouvoirs adjudicateurs ont pu rencontrer des entreprises qui leur demandaient clairement de suspendre l'exécution du marché parce qu'ils n'étaient pas en mesure de continuer l'exécution avec les mesures gouvernementales prises.
Soit, inversement, c'est la personne publique qui a dit au titulaire, aujourd'hui, on ne souhaite pas que le marché se continue parce qu'on n'est pas en mesure d'être complètement rassuré sur les risques pris par les uns et par les autres, donc on prend une décision de suspension du marché. Soit, encore une fois, et ça c'est la situation extrême, on a une décision de résiliation du marché public lorsque celui-ci ne peut purement et simplement plus se poursuivre sur la durée prévue. Alors, autant de problématiques différentes qui se sont présentées et que je pense vous avez tous eu à connaître et qui, malheureusement, n'ont pas réellement été intégrées dans l'ordonnance numéro 2020-319 du 25 mars 2020 qui a été prise par le gouvernement et qui était censée justement prévoir toutes les mesures d'adaptation nécessaires en matière de marché public du fait de cette crise de 2019. On va le voir, en fait, cette ordonnance, c'est très largement insuffisante et ne couvre que très partiellement ces questions-là, ces problématiques d'indemnisation des titulaires de marché public, de sorte que, de manière générale, il faut surtout se référer au droit commun, donc au droit commun de la commande publique, qu'il soit issu du Code de la commande publique ou qu'il soit issu de la jurisprudence, pour envisager les modalités d'indemnisation lorsque cette indemnisation est possible. Encore une fois, on va voir que les hypothèses sont très différentes selon les cas. Moi, je vais envisager aujourd'hui avec vous deux grandes hypothèses. La première sera celle où le marché a été purement et simplement résilié par la personne publique du fait de la crise Covid-19. Dans cette hypothèse, donc la question, encore une fois, se pose de savoir est-ce que le titulaire peut prétendre à une indemnisation, et si oui, sur quel fondement, et si oui, sur quel poste de préjudice et sur quel montant. Alors, pour le coup, ça fait partie de l'une des seules hypothèses prévues par la fameuse ordonnance 2020-319 du 25 mars 2020, qui envisage effectivement, expressément et spécifiquement, l'hypothèse de la résiliation du marché, mais qui ne l'envisage que de manière partielle. Donc, vous avez là, vous voyez sur votre écran l'article 6.3 de l'ordonnance qui nous dit « Lorsque l'annulation d'un bon de commande ou la résiliation d'un marché par l'acheteur est la conséquence des mesures prises par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé par l'acheteur des dépenses engagées lorsqu'elles sont directement imputables à l'exécution du marché ou du bon de commande. » Alors, l'intérêt de cette disposition, c'est premièrement qu'elle a vocation à s'appliquer, même si le marché prévoit le contraire. En fait, encore une fois, cette disposition est d'ordre public, donc elle s'applique quelles que soient les clauses contractuelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on peut quand même constater qu'elle ne prévoit qu'une partie du problème finalement, que la partie dépenses engagée par le prestataire. C'est-à-dire qu'effectivement, en application de cette disposition, le prestataire peut demander au pouvoir adjudicateur d'être indemnisé des dépenses qu'il aura engagées. Ça peut être des prestations qui ont commencé à être exécutées mais qui n'ont pas été achevées. Donc, normalement, la règle du service fait justifie qu'on n'indemnise pas et qu'on ne règle pas ces prestations-là. Ça peut être des prestations engagées pour sécuriser le chantier en matière de marché de travaux, etc., etc. Ça peut être ce genre de choses-là. En revanche, il y a un gros absent de cette disposition, c'est le préjudice réellement subi, c'est-à-dire le manque à gagner. Le fait que le titulaire, lorsqu'il voit son contrat annulé, du coup, il avait un chiffre d'affaires, un bénéfice qui était prévu sur l'exécution de ce contrat, et ce bénéfice, finalement, lui échappe complètement sans que ce soit du tout sa faute. On n'est pas encore une fois sur une résiliation pour faute, on est vraiment sur une résiliation consécutive au Covid-19. Voilà, donc effectivement, l'ordonnance ne prévoit pas du tout de mécanisme d'indemnisation de ce manque à gagner. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut du coup se référer au droit commun pour solliciter quelque chose, pour solliciter l'indemnisation de ce manque à gagner? La réponse est de manière générale oui, c'est-à-dire qu'en fait on retombe encore une fois sur le droit commun et donc sur ce qu'on identifie comme étant la résiliation pour motif d'intérêt général du marché, qui est prévu par tous les CCAG, travaux, fournitures, services, etc., etc., et qui en fait est un principe général du droit des contrats publics, qui a été codifié dans le Code de la commande publique en avril 2019, donc à l'article L6.5 que je vous ai mis là, un principe selon lequel effectivement, lorsque l'administration, la personne publique, résilie un contrat administratif, parce qu'en fait, le principe est plus large que les marchés publics. Lorsqu'on résilie un contrat administratif pour un motif d'intérêt général, dans ce cas-là, ce qui est toujours possible, les personnes publiques ont toujours la possibilité de résilier un marché pour motif d'intérêt général, même hors crise Covid. Dans cette hypothèse-là, le prestataire titulaire du marché ou du contrat a droit à l'indemnisation de son préjudice. Voilà, ça c'est le principe posé par le Code
par la jurisprudence, avec une précision essentielle tout de même, vous le voyez, hein, c'est indiqué dans l'article L6-5, sous réserve de des stipulations du contrat. C'est-à-dire que ce principe du droit à indemnisation n'existe que si que si le contrat ne le prévoit pas. Si le contrat ne dit rien, indemnisation, il n'y a pas de souci, le principe il est acquis. Par contre, si le contrat précise expressément il n'y aura pas d'indemnisation, ou alors il y aura indemnisation, mais celle-ci sera limitée dans son montant, dans ce cas-là, ce sont les clauses contractuelles qui prévalent et l'indemnisation sera en fonction des clauses contractuelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on se réfère au CCAG travaux, par exemple, vous avez effectivement une clause qui est prévue dans le CCAG travaux. S'il n'y est pas dérogé par les documents particuliers, cette clause-là s'applique, qui dit clairement qu'en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, le manque à gagner est indemnisé et il est calculé en application d'un pourcentage de 5% du montant du marché. Encore une fois, ça, c'est une clause contractuelle spécifique au CCAG de travaux. Les documents particuliers peuvent parfaitement y déroger et les documents particuliers peuvent également prévoir qu'il n'y aura aucune indemnisation possible. C'est un principe qui a été acquis par la jurisprudence. On peut exclure l'indemnisation en cas de résiliation pour motif d'intérêt général. Donc la première chose à faire, quand on est dans cette hypothèse-là où effectivement le marché a été résilié pour cause de Covid-19, parce que l'exécution n'était plus possible, parce que les mesures de sécurité n'étaient pas envisageables pour toutes sortes de raisons. La première chose à vérifier, c'est est-ce que dans le contrat, on a prévu ou pas une modalité d'indemnisation. Si c'est prévu, c'est le contrat qui s'applique. Si rien n'est prévu, premièrement, le principe de l'indemnisation du manque à gagner s'applique. Et deuxièmement, ce principe s'applique en plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation dans le montant du préjudice indemnisé. À partir du moment où le titulaire justifie de son manque à gagner, attention, un manque à gagner, c'est pas chiffre d'affaires, c'est vraiment bénéfice, c'est la marge attendue sur le marché. À partir du moment où le titulaire justifie de ce manque à gagner, dans ce cas-là, il a le droit à son indemnisation pleine et entière. Voilà. Donc, effectivement, s'agissant de la résiliation du marché, lorsqu'elle est prononcée par le pouvoir adjudicateur pour motif d'intérêt général, ce qui sera généralement le cas dans le cadre du Covid-19, dans ce cas-là, effectivement, on a un droit à indemnisation qui est relativement large et qui permet généralement l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi. Donc, perte subie, dépenses engagées et également manque à gagner. Attention tout de même, on va y revenir un peu plus tard lorsqu'on va évoquer la force majeure. Si la résiliation est justifiée par un motif de force majeure, par un événement de force majeure, dans ce cas-là, le principe est tout de même que le manque à gagner n'est pas indemnisé. On y reviendra un peu plus tard. Ça veut dire que il faut, pour que le manque à gagner puisse être indemnisé, encore une fois, que la résiliation soit faite pour un motif d'intérêt général. S'il est invoqué la possibilité totale d'exécuter le marché indépendante de la volonté des parties, dans ce cas-là, on retourne sur la force majeure et l'indemnisation n'est pas possible. Mais alors, ce n'est pas parce qu'on est dans le cadre de la crise Covid-19 que la résiliation intervient nécessairement pour motif de force majeure. Encore une fois, ça peut être très bien le choix d'une personne publique que de dire, même si l'exécution pourrait éventuellement demeurer possible, nous, par mesure de précaution, nous préférons tout de même résilier le marché ou pour d'autres raisons, pour les mesures d'efficacité, pour les raisons d'efficacité, de rationalité des marchés. Voilà, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui sont générées par Covid-19 sans pour autant que ça relève de la force majeure. La force majeure, ce sera dans l'hypothèse où effectivement, je dis n'importe quoi, mais par exemple, un bâtiment qui devait faire l'objet d'une marché de travaux n'est plus du tout sécurisé, ne peut plus être investi sans mettre tout le monde en danger. Voilà. Donc là, encore une fois, la motivation de la décision de résiliation prise par la personne publique est fondamentale parce que selon comment c'est motivé, soit elle ouvre droit à indemnisation du manque à gagner, si on n'est pas en force majeure, soit elle n'ouvre pas droit à indemnisation du manque à gagner, si on est dans le cadre d'une force majeure. Les dépenses engagées, elles seront indemnisées dans tous les cas. Par contre, le manque à gagner, encore une fois, dépendra de la motivation de cette décision. Voilà très rapidement présenté l'hypothèse de la résiliation du marché. La seconde hypothèse que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est celle où le marché n'est pas résilié, mais simplement du fait du Covid-19, sa suspension a été prononcée ou alors a été constatée par la personne publique. Donc là, le marché
n'est pas résilié, donc continue à s'appliquer, mais simplement on suspend l'exécution des prestations, on prolonge les délais et on renvoie à la fin de la crise la reprise des prestations. Voilà, l'hypothèse d'école, c'est en matière de marché de travaux où on ne peut pas respecter les mesures barrières et les distanciations. Une décision est prise par la personne publique de dire on arrête le chantier, on reprendra une fois qu'on aura pris les mesures de sécurisation nécessaires ou une fois que les prescriptions gouvernementales auront été levées. Alors là, encore une fois, il y a une sous-distinction effectuée parce que le régime d'indemnisation sera très différent selon que la décision de suspension relève d'une décision expresse de la personne publique, alors même que le titulaire lui aurait indiqué qu'il était en mesure de poursuivre l'exécution des prestations, ou au contraire, selon que c'est en gros le prestataire qui a dit à la personne publique, moi je ne suis pas en mesure de continuer l'exécution du marché parce que voilà, j'ai pas encore mis en œuvre toutes les mesures de sécurisation et ça demande un peu de temps. On demande de suspendre l'exécution des prestations jusqu'à ce qu'on puisse s'organiser pour les reprendre. Encore une fois, le régime juridique est très différent en matière d'indemnisation dans ces deux hypothèses. Alors, avant d'envisager ces deux hypothèses-là, il faut faire un constat, là encore, c'est que le dispositif de l'ordonnance de 2020, du 25 mars 2020, est en réalité presque muet sur cette question-là de l'indemnisation en matière de suspension de l'exécution du marché. La seule chose qui est invoquée, c'est ce que vous voyez à l'écran, l'article 6.4 de l'ordonnance, qui nous dit que lorsqu'il y a une suspension d'un marché à prix forfaitaire, l'acheteur public doit tout de même continuer à verser le prix prévu par le marché selon l'échéancier prévu par le marché. Voilà. Mais là, on n'est pas sur une logique d'indemnisation, d'un préjudice, si vous voulez, on est sur une logique comptable et de trésorerie, en réalité. Cette clause a simplement pour effet de dire, même si les prestations ne sont pas encore réalisées, on reste calé sur l'échéancier de paiement prévu par le marché, et de toute façon, ces prestations seront réalisées un jour ou l'autre, postérieurement à la suspension du marché, et donc, il y aura pas de, comment dire, c'est pas des prestations payées, alors qu'elles n'ont pas été réalisées. C'est simplement une espèce d'avance sur ces prestations-là. Mais encore une fois, c'est pas une logique indemnitaire, c'est une logique de trésorerie, de gestion, de règlement des prestations prévues par le marché. S'agissant de la pure logique indemnitaire, c'est-à-dire indemnisation des dépenses engagées par le prestataire, ne serait-ce que pour sécuriser le chantier ou pour sécuriser l'intervention de ses employés, ou alors manque à gagner du fait de l'immobilisation des moyens pendant la durée de la suspension, là, l'ordonnance est parfaitement taisante, on n'a absolument rien qui est prévu. La seule chose de prévue concerne simplement les contrats de concession, où là, effectivement, concession de services publics ou de travaux, où là, effectivement, on a une clause spécifique qui dit que même si le marché n'est pas suspendu, en tout cas, si l'exécution du marché est rendue plus difficile, on a droit, le prestataire a droit à l'indemnisation du surcoût que lui génère cette exécution. Voilà. Mais en tout cas, pour les marchés publics en tant que tels, rien n'est prévu. Donc, là encore, il faut se référer au droit commun, aux mécanismes qui existent de longue date en matière des marchés publics. Le premier étant il y en a trois en fait. Le premier, c'est l'hypothèse où il y a une décision expresse de la personne publique. Le deuxième, c'est la force majeure. Et le troisième, c'est l'imprévision. On va les évoquer tous les trois rapidement. Alors, la première hypothèse, c'est en fait la plus simple. C'est celle où, du fait du Covid-19, la personne publique a pris une décision expresse, la destination de son prestataire, en disant « Aujourd'hui, je vous demande expressément de suspendre l'exécution de vos prestations » alors même que le prestataire lui aurait indiqué qu'il était en mesure de poursuivre l'exécution de ses prestations en toute sécurité. Voilà, donc là, c'est vraiment une décision expresse de la part du pouvoir adjudicateur, de la personne publique. Et à partir du moment, alors c'est tout à fait possible, encore une fois, on est en marché public, donc la personne publique a la possibilité, elle a un pouvoir de direction et de contrôle sur son marché, donc elle peut tout à fait prévoir de suspendre l'exécution de ses prestations. Simplement, puisque c'est une décision unilatérale de la personne publique qui est imposée au prestataire, cette décision ouvre droit à indemnité, à indemnisation du préjudice qui en découle pour le prestataire. Alors, les fondements juridiques pour les marchés de travaux, c'est toutes les dispositions relatives à l'ajournement du chantier, donc l'article 49 du CCAG travaux. Pour les autres marchés, c'est simplement, comme je vous ai dit, le pouvoir de direction et de contrôle du marché qui implique nécessairement un droit à indemnisation des conséquences. Alors, quelles sont ces conséquences, justement? Alors, elles sont prévues spécifiquement par le CCAG travaux en matière de marché de travaux.
Effectivement, l'article 49.1.1 du CCAG prévoit que le prestataire a le droit à l'intégralité des conséquences préjudiciables de cette décision de suspension du chantier, d'ajournement du chantier. Du coup, ça s'appelle l'ajournement pour les chantiers. Donc, ça inclut les frais de garde de chantier, ça inclut l'immobilisation du matériel et du personnel, ça inclut toutes les dépenses qui ont dû être engagées, encore une fois, pour maintenir la sécurité du chantier, ça inclut le manque à gagner, etc., etc. Ça implique vraiment toutes les conséquences quantifiables, démontrées, que cette décision aura eu sur le prestataire, pour le prestataire, dans l'exécution de son marché. Pour les autres marchés, finalement, même si ce n'est pas expressément prévu par les CCAG, la logique est un peu la même, si vous voulez. À partir du moment où on est sur une mesure d'exécution qui est imposée par la personne publique, on peut se référer à la jurisprudence relative à la modification unilatérale du contrat. On est vraiment sur une logique d'indemnisation totale des conséquences de ce préjudice. Voilà. Donc là, c'est vraiment la situation la plus simple. Hein. C'est celle, enfin, plus simple en tout cas pour les titulaires. Pour les personnes publiques, c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer. Mais en tout cas, pour les titulaires, il suffit de faire une réclamation entre guillemets, en tout cas un courrier à la personne publique lui disant votre décision du temps nous a causé préjudice pour telle et telle raison. Le préjudice est évaluable à temps. Toujours bien justifié le préjudice. Nous demandons l'indemnisation de ce préjudice. Point. Tout de même, il y a certaines conditions à respecter. Il faut, pour qu'on puisse rentrer dans cette logique-là d'indemnisation quasiment systématique et automatique, qu'on ait vraiment une décision expresse de la personne publique qui dise clairement « je décide de suspendre l'exécution des prestations ». Il faut, deuxièmement, que le titulaire ait indiqué et démontré que selon lui, la poursuite des prestations, de l'exécution des prestations, demeurait envisageable et demeurait possible, avec justification du fait que toutes les mesures barrières pouvaient être respectées, que les mesures de sécurisation nécessaires pouvaient être mises en œuvre, etc., etc. Et il faut également et surtout, dans l'hypothèse où cette suspension prend la forme d'un ordre de service, respecter le formalisme prévu par les différents CCAG et notamment émettre des réserves sur les conséquences de cette décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordre de service. Sinon, et là on est vraiment sur le droit commun du marché public, si on ne le fait pas, toute réclamation sur ce poste-là peut être considérée comme foreclose et donc sera irrecevable, rejetée. Voilà, donc bien respecter cette logique-là et bien vérifier si on est dans ce délai de 15 jours, parce que c'est un délai un peu plus près. S'il n'est pas respecté, encore une fois, la réclamation sera considérée comme foreclose. Deuxième hypothèse, c'est celle où en fait la suspension n'est pas la conséquence d'une décision de la personne publique, mais simplement fait suite à une demande du prestataire ou un constat simplement de l'impossibilité matérielle de poursuivre les prestations. Et là, en fait, on rentre dans une logique de force majeure. La force majeure, très rapidement, c'est un événement qui recouvre 3 conditions cumulatives. Premièrement, événement imprévisible pour les parties au moment de la conclusion du contrat. Deuxièmement, événement extérieur aux parties, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à telle ou telle volonté des parties. Et troisièmement, événement irrésistible, c'est-à-dire qu'il rend totalement impossible la poursuite en tant que telle de l'exécution du marché. On ne veut pas être sur une simple difficulté à exécuter le marché ou un simple surcoût lié à l'exécution du marché. On doit vraiment être face à un événement qui rend l'exécution du marché complètement impossible. Et dans cette hypothèse-là, oui, alors effectivement, pour le Covid-19, en réalité, nous avons la position un peu de principe du gouvernement qui nous dit que dans le cadre des marchés publics, les personnes publiques vont systématiquement reconnaître l'état de force majeure. Mais voilà, c'est une position, si vous voulez, on n'a aucun texte légal ou réglementaire qui vient affirmer cette position-là. C'est du cas par cas, si vous voulez. La notion de force majeure va être évoquée au cas par cas, marché par marché, pour voir si effectivement, dans chacun de ces marchés, la crise Covid-19 emporte une réelle impossibilité d'exécuter les prestations. C'est pas forcément toujours le cas. Sur des chantiers où on peut respecter les mesures barrières, rien n'empêche à ce que le chantier se poursuive en réalité. Mais dans tous les cas, et surtout, c'est là également que je voulais revenir, il faut faire attention parce que la reconnaissance systématique de l'état de force majeure, elle a un effet dans le sens où elle exonère finalement le prestataire de sa responsabilité contractuelle, où les pénalités de retard notamment ne peuvent pas être appliquées, mais par contre, elle réduit drastiquement le droit à indemnisation.
Pourquoi? Parce que sur le principe, en réalité, la force majeure, les effets de la force majeure sont surtout au niveau des obligations contractuelles. Ces obligations ne s'appliquent plus tant que dure la force majeure. Donc ça veut dire que la personne publique ne peut pas appliquer la pénalité de retard, la personne publique ne peut pas sanctionner l'inexécution du marché, notamment par la résiliation du marché ou par d'autres sanctions coercitives, tant que dure l'événement de force majeure. On considère en réalité que les obligations contractuelles de chaque partie sont suspendues pour la durée de l'événement de force majeure. Si l'événement de force majeure est irrémédiable et que les prestations ne pourront jamais être reprises, ça aboutit à la résiliation du marché. Mais au niveau indemnitaire, les conséquences de cette force majeure ne sont pas forcément très, très intéressantes pour les prestataires, parce que la seule chose qui peut être indemnisée, et encore lorsque c'est prévu par le contrat, et ça l'est par le CCAG des travaux, c'est les pertes, avaries ou dommages provoqués par l'événement de force majeure sur le chantier. C'est la seule chose qui peut donner lieu à indemnisation. Le manque à gagner, l'immobilisation du matériel, etc., le défaut de couverture des frais généraux, tous ces préjudices immatériels, entre guillemets, n'ouvrent pas droit à indemnisation lorsqu'on est en situation de force majeure. Voilà. Donc, effectivement, la reconnaissance de la force majeure permet d'éviter l'application de pénalité de retard. C'est là son principal intérêt, finalement. En revanche, elle n'ouvre pas droit au prestataire à une indemnisation de son entier préjudice. Donc, il y a vraiment une grosse limite à ce niveau-là. Alors, l'autre mécanisme qui peut être évoqué et qui peut être enclenché, finalement, c'est celui de l'imprévision. La logique est un peu différente par rapport à la force majeure. La force majeure, on a vu que elle devait rendre impossible, totalement impossible, l'exécution du marché, soit pour une période de temps donnée, soit de manière indéfinie, auquel temps même résiliation du marché. L'imprévision vient couvrir une autre hypothèse, c'est celle où on est dans une situation où un événement qui est imprévisible et extérieur aux parties, comme la force majeure, n'empêche pas totalement l'exécution du marché, mais simplement la rend plus onéreuse, plus difficile, dans des proportions telles que ça bouleverse temporairement l'équilibre du contrat. Voilà, donc le fondement juridique, vous l'avez sur vos écrans, c'est l'article L6.3 du Code de la commande publique, qui dit clairement qui vient codifier ce principe d'imprévision qui est un principe très très ancien du droit de la commande publique et des contrats administratifs de manière générale. L'article L6.3 qui dit que lorsque survient un événement extérieur en partie imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le co-contractant qui en poursuit l'exécution a droit à indemnité. Voilà. Donc le principe, c'est celui-ci. On poursuit l'exécution du contrat, qui n'est pas rendu impossible par l'événement, mais par contre, ça nous génère vraiment un surcoût très important, à tel point que ça bouleverse l'économie du contrat, et on demande indemnisation de ce surcoût. L'hypothèse d'école, c'est encore une fois sur les marchés de travaux où des mesures de sécurisation doivent être mises en place, avec un plan d'intervention très spécifique, avec des mesures barrières, etc., etc. Ou également, autre cas, un marché de prestations pour les bailleurs sociaux qui vise à l'entretien des chaudières ou de tous les appareils à l'intérieur des logements. Par définition, pendant la période Covid, la période de confinement, c'était pas possible de réaliser ces prestations, donc on était sur une suspension. Par contre, à l'issue du confinement, les prestataires peuvent de nouveau entrer chez les gens pour aller faire les contrôles, les diagnostics, etc., etc. En revanche, ils doivent mettre en place un certain nombre de mesures supplémentaires pour assurer la sécurité de tout le monde. Équipement en masque, en visière, en gants, etc., etc. Modification des process, etc. Donc là, on est vraiment dans l'hypothèse d'un cas de force majeure, dans la mesure où on a des surcoûts liés à un événement imprévisible et extérieur aux parties. En revanche, j'ai dit force majeure, excusez-moi, je voulais dire imprévision. En revanche, l'imprévision, pour qu'elle puisse être enclenchée, il faut que le bouleversement de l'économie, que le surcoût soit un petit peu substantiel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait quand même une grosse conséquence sur l'exécution du contrat. Alors, vu que c'est une théorie jurisprudentielle, on n'a pas de seuil qu'on peut mobiliser comme ça facilement. Il faut se référer aux différentes jurisprudences. Et d'après ce qu'on note des jurisprudences, en réalité, le juge considère qu'il y a un bouleversement de cette économie lorsque le prestataire doit, pour continuer l'exécution de son marché, supporter un surcoût qui est égal au minimum à 10 à 15% du montant total du marché.
Voilà. Il ne faut pas prendre ces chiffres au pied de la lettre, il ne faut pas considérer que c'est une règle établie, c'est vraiment, voilà, c'est ce qui relève d'une étude de la jurisprudence qui peut totalement être modifiée, qui peut totalement varier avec le temps et qui risque d'ailleurs de varier avec la crise Covid-19. Point important, c'est que ce bouleversement doit être envisagé marché par marché. Même si on a plusieurs marchés avec une même personne publique, il faut que cette notion de bouleversement soit analysée et démontrée marché par marché. Donc le seuil de 10 à 15% doit être étudié marché par marché, et pas de manière globale sur tous les marchés. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette théorie de la prévision? C'est-à-dire lorsqu'on est dans l'hypothèse qu'on vient d'évoquer où toutes les conditions sont respectées, qu'on est véritablement sur un bouleversement de l'économie du marché, qu'est-ce qui est indemnisable? En réalité, tous les postes de préjudice, à partir du moment où ils sont justifiés, sont indemnisables. Ça peut être donc le préjudice direct, préjudice matériel en fait, c'est-à-dire les surcoûts directement liés aux mesures de sécurisation du chantier. Par exemple, encore une fois, l'acquisition de masques ou de matériel de protection, modification des process, etc. Ça peut être le préjudice immatériel qui serait inhérent justement à la perte de rendement liée à la mise en œuvre de ces nouveaux process. Ça peut être également l'immobilisation de matériel plus important sur tel marché pour exécuter les prestations et donc l'impossibilité de le mobiliser sur d'autres marchés. Voilà. Encore une fois, le prestataire doit justifier dans le détail le montant de ces demandes indemnitaires qu'il formule. C'est à lui que relève, c'est de sa responsabilité que relève cette justification. Si les postes ne sont pas justifiés, la personne publique ne peut pas faire droit à la demande d'indemnisation. Et point important également, le manque à gagner qui serait généré par l'événement d'imprévision n'est pas indemnisable non plus. On est sur une jurisprudence qui est assez classique également. Donc même lorsqu'on est dans une hypothèse d'imprévision, finalement, on reste sur des choses qui ne permettent pas l'indemnisation de l'intégralité du préjudice. Dernier point important sur l'imprévision, c'est que la logique de cette théorie veut que les deux parties supportent, pas à parts égales, mais supportent les conséquences de cette imprévision, parce qu'aucune des deux parties, par définition, n'a pu envisager et anticiper cet événement d'imprévision. Donc la jurisprudence considère généralement qu'une partie de ce préjudice doit quand même rester à la charge des prestataires, des titulaires du marché. Encore une fois, on n'est pas sur des seuils très précis, ça dépend beaucoup des différents marchés, des différentes jurisprudences. On est autour de 80-90% d'indemnisation du préjudice justifié par la personne publique et donc un reste à charge de titulaire à hauteur de 10 à 20%. Autre limite également, qui est liée cette fois au Code de la commande publique, l'article R2194-3 de la commande publique permet de modifier le marché pour tenir compte justement des événements imprévisibles, mais dans la limite de 50% du montant initial du marché. Donc, ça veut dire que les conséquences de la prévision, même si elles sont substantielles, même si effectivement on a un bouleversement du contrat, ne doivent pas outrepasser 50% du montant initial du marché, auquel cas on aurait beaucoup de mal à justifier l'indemnisation de ce préjudice, au vu justement de ces fameux articles R2194-3 du Code de la commande publique qui limite les possibilités d'avenant. Bon, voilà, sans rentrer beaucoup plus dans le détail, parce que je vois que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti, les quelques mécanismes mobilisables qui dépendent beaucoup des situations de fait de chacun des marchés, qui, malheureusement, je pense, empêchent un peu les titulaires et les prestataires d'avoir une politique globale et générale sur l'intégralité de leur marché, et d'ailleurs pareil pour les personnes publiques, mais qui imposent un petit peu à tout le monde de faire du cas par cas et de raisonner marché par marché. On peut avoir une position de principe, mais il faut toujours raisonner marché par marché et apporter les justifications prévues par la jurisprudence, etc., et s'assurer marché par marché qu'on est bien sur quelque chose de justifié. Alors, pour finir, j'ai quelques observations finales et peut-être précautions à vous recommander dans cette logique de gestion de ces réclamations. Premièrement, je vous l'ai dit, je vous le redis, il faut toujours vérifier les clauses contractuelles et revenir
ab initio au contrat, avant d'envisager autre chose. Parce que dans une grande majorité de ce que je viens de vous dire là, ne relève pas de clause d'ordre public, c'est-à-dire que ça ne s'applique pas même en cas de clause contraire. C'est généralement, sauf exception, le contrat qui s'applique et qui prévaut. Donc toujours vérifier dans le contrat, pièce générale et pièce particulière, si un mécanisme d'indemnisation est prévu, dans quelles conditions, quelle procédure, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, toujours, ça c'est un gros travail pour les entreprises, bien faire ce travail de justification du préjudice. Encore une fois, il n'y a pas de droit acquis à l'indemnisation du préjudice. Il faut premièrement justifier le fondement juridique sur lequel on se fonde pour obtenir l'indemnisation. Est-ce qu'on est sur de l'imprévision? Et dans ce cas-là, est-ce que les conditions d'imprévision sont respectées, par exemple? Et deuxièmement, justifier, c'est surtout là-dessus qu'il faut faire porter les efforts, justifier le quantum du préjudice. C'est-à-dire combien on demande pour tel poste de préjudice, pourquoi on demande telle somme et comment on justifie cette somme-là. Voilà, c'est un gros travail à faire par les entreprises et un gros travail de vérification à faire derrière par les personnes publiques. Parce que si ce travail de justification n'est pas fait, l'indemnisation ne sera pas possible. Avant-dernier point, toujours privilégié, je pense, dans ces situations, c'est important, la concertation contractuelle, voire les modes amiables, médiation et autres, pour une raison très simple, c'est qu'on est dans une zone d'incertitude. Là, on fait référence à des mécanismes de droit commun, mais on est sur une grosse zone d'incertitude en matière de Covid-19. Et on ne peut pas préjuger aujourd'hui de comment le juge va statuer, notamment sur les seuils, sur les taux d'imprévision, etc., etc. Donc, pour se prémunir du risque de déception, entre guillemets, ou en tout cas de décision qui ne soit pas vraiment conforme à ce qu'on envisageait, plutôt que d'aller au contentieux immédiatement, je pense qu'il faut très largement privilégier la discussion sur les bases contractuelles, peut-être le recours à un tiers non juridictionnel, donc un médiateur par exemple, ou pourquoi pas le CCIRA. Mais en tout cas, je pense que le principe de sécurité et de précaution implique de ne pas saisir le juge immédiatement. Voilà. Ce d'autant que, et c'est mon dernier point, patienter, nous ne sommes pas complètement à l'abri de l'édiction d'ordonnances ou de textes au niveau gouvernemental qui viendraient un petit peu encadrer tout ce qu'on vient de se dire là et préciser, voire modifier les mécanismes d'indemnisation envisageables. Voilà, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué. Pour l'instant, on n'a rien vu là-dessus, mais c'est pas complètement inenvisageable. Donc peut-être que ça vaut le coup également de différer un petit peu, d'attendre ou de patienter quelques temps avant de lancer des réclamations, avant d'enclencher les processus de réclamation et de demande prévus par les différents documents contractuels. Parce que, et j'en terminerai par là, à partir du moment où vous présentez une demande indemnitaire, là je parle aux entreprises, une demande indemnitaire aux personnes publiques, vous enclenchez immédiatement les délais de réclamation et les délais de contestation prévus par les différents CCAG. Et s'ils ne sont pas respectés, si vous n'émettez pas de réclamation suite à une position de principe de la personne publique dans les délais prévus par les CCAG, ont des conséquences relativement graves qui portent sur la forclusion tout simplement de vos demandes. Donc l'impossibilité derrière de pouvoir réclamer quoi que ce soit. Voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est vraiment privilégier la discussion, premièrement, et deuxièmement, peut-être, dans la mesure du possible, je sais bien que c'est pas évident dans toutes les situations, mais peut-être temporiser un petit peu et attendre un petit peu de voir quels sont les futurs textes qui vont sortir ou pas. Voilà, écoutez, j'ai fini, moi, de vous présenter ce que j'avais à vous dire très rapidement. Encore une fois, c'est pas vraiment exhaustif. L'objectif, c'était vraiment de vous présenter dans les grandes lignes les mécanismes existants. Rapidement, je vais peut-être passer aux questions, voir s'il y a des questions qui ont été posées et peut-être tenter d'y répondre. Alors, donc, si je lis les questions. Alors, question de Madame Cécile Richer. Quelle indemnisation possible pour un titulaire de marché à bon de commande uniquement qui mobilisait une équipe de 40 personnes pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur? Le marché n'a pas de minimum. Les personnes ont été mises en chômage partiel avec maintien par le titulaire de 100% du salaire. Alors, donc dans cette hypothèse, je comprends que le bon de commande a été suspendu. Donc, il n'est plus exécuté. Alors, en fonction de comment dire, est-ce que ce bon de commande a simplement été suspendu ou annulé? Effectivement, les choses peuvent être différentes. Là, l'ordonnance ne prévoit que l'hypothèse de suspension d'un marché
à prix forfaitaire et donc pas, par définition, un marché à bon de commande à prix unitaire. Donc, normalement, on ne rentre pas dans l'hypothèse prévue par l'ordonnance. En revanche, on peut retomber effectivement sur le droit commun, si vous voulez. Et le droit commun, c'est ce que je vous disais, à partir du moment où il y a une décision qui a été prise de suspendre l'exécution du marché, le prestataire a normalement droit à indemnisation. Alors, il a été jugé, enfin pas jugé, mais en tout cas, le ministère de l'économie et des finances a indiqué dans une de ses notes que le fait que le personnel ait été assujetti au chômage partiel n'entrait pas en considération dans le droit d'indemnisation des prestataires. Donc, cette donnée-là, malheureusement, ne va pas venir contrebalancer le droit à indemnisation. Donc là, il faudrait, pour la personne titulaire du marché, qu'elle justifie de son préjudice, qui pourrait être effectivement impossibilité de mobiliser son personnel, qui serait immobilisé sur ce chantier, sur ce marché, pour d'autres marchés, ce qui pourrait s'avérer un petit peu compliqué. Et si c'est justifié, il faudrait justifier la perte de chiffre d'affaires, la perte de revenus que ça générerait chez elle. Et dans ce cas-là, effectivement, il pourrait y avoir une logique d'indemnisation. Voilà. Question suivante de Madame Céline Alquier. Quelle forme juridique pour prendre en compte les conséquences indemnitaires de l'imprévision? Exécution, mais conséquences notamment surcoût. La forme la plus sécurisée, c'est un avenant, tout simplement. C'est conclure un avenant au marché public qui permettra d'intégrer finalement les conséquences de l'imprévision dans le coût prévu par le marché, enfin dans le coût qui était initialement prévu par le marché. Ça peut prendre également la forme d'un protocole transactionnel, mais je pense que la meilleure forme, la forme la plus sécurisée, ça reste l'avenant. Voilà. Avec en plus aujourd'hui, avec les mesures prises par le Covid-19, la suspension de la saisine des commissions DSP et commissions d'appel d'offres pour avis sur les avenants. Donc ça fait sauter une étape effectivement sur la conclusion de l'avenant pour ceux qui dépassent un certain montant. Mais voilà, je pense que la meilleure chose effectivement, c'est de passer par un avenant. J'ai pas d'autres questions. Si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Ah voilà. Doit-on répondre aux lettres types de réclamation et de demande d'indemnisation que certaines entreprises nous transmettent? Alors là, c'est pareil, je vais vous refaire un peu la même réponse que tout à l'heure. C'est-à-dire que ça tout dépend en fait, tout dépend simplement de chaque marché, Euh, et donc encore une fois, je pense que la logique doit être la discussion entre les parties et entre donc les personnes publiques et l'entrepreneur. Si vous répondez à ces lettres de réclamation pour dire OK, on est d'accord, on va indemniser à telle hauteur, etc., etc. Vous rentrez dans une logique de concertation, de discussion, et dans ce cas-là, voilà, ça peut aboutir à un avenant, pas de souci. Si vous répondez en disant non, on considère que c'est pas justifié ou non, on veut pas indemniser, dans ce cas-là, cette réponse fait naître un différend entre les parties au sens des CCAG, travaux, FCS et autres, et fait donc courir un délai de 2 mois pour l'entrepreneur pour déposer, enfin un délai de 2 mois pour les CCAG FCS, hein, les délais peuvent varier, mais pour l'entrepreneur pour déposer un mémoire de réclamation et derrière pour saisir le tribunal en cas de contestation. Donc voilà, à partir du moment où vous répondez, vous enclenchez cette phase-là. Si l'entreprise ne respecte pas ces délais-là, derrière, elle sera foreclose, elle ne pourra pas pourra plus réclamer quoi que ce soit. Ça peut être un peu un piège pour elle. Mais par contre, ça engendrera nécessairement, si le différend, subsiste, une saisine du tribunal. Donc, je ne peux pas vous conseiller de répondre ou pas répondre. Encore une fois, ça dépend vraiment des cas d'espèce. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que propose l'entrepreneur? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous considérez que ça peut engendrer une discussion ou est-ce que ça doit être, que la demande doit être rejetée en bloc? Voilà, tout dépendra des circonstances de fait. Que prévoir pour les consultations futures? Doit-on anticiper en demandant de chiffrer dans l'offre le surcoût? Oui,
tout ce qu'on a dit et tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est dans l'hypothèse où effectivement les surcoûts potentiels liés au Covid n'étaient pas connus au moment de la conclusion, du marché. À partir du moment au moment de lancement de la consultation et voire même de la signature du contrat, on sait, dès qu'on a cette composante Covid à gérer et à intégrer dans le contrat, il appartient au prestataire de chiffrer ces surcoûts-là. Voilà, donc effectivement, aux personnes publiques qui établissent les documents de la consultation, d'anticiper et de chiffrer ces surcoûts-là. Voilà. Et de demander, de chiffrer ces surcoûts-là dans les documents de la consultation. Alors, dans le cas où un simple bon de commande a été passé avec l'entreprise sans marché, donc, est-ce qu'elle a le droit à une indemnité en cas d'annulation ? L'hypothèse d'un bon de commande sans marché n'existe pas, en fait. Soit, effectivement, le bon de commande a été émis dans le cadre d'un marché à bon de commande, et dans ce cas-là, effectivement, si le bon de commande est annulé, on retombe sur ce qu'on a dit et sur ce que prévoit l'ordonnance, et oui, il a droit à indemnisation. Soit, en fait, on est hors marché, il n'y a pas de marché à bon de commande, et dans ce cas-là, ce bon de commande est en réalité un marché public à part entière. Voilà. Et dans ce cas-là, la réponse est en fait la même. C'est bien, ça ouvre bien droit à indemnisation en application de l'ordonnance. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je crois qu'il y a une dernière question de Monsieur Passieux. Un marché à bon de commande n'a plus donné lieu à émission de bon de commande depuis le 17 mars. Le contrat prévoit un montant minimum. Le titulaire sollicite une indemnisation suite à l'absence d'émission de bon de commande. A-t-il droit à une indemnisation, s'il vous plaît? Le principe, normalement, est que oui, effectivement, à partir du moment où aucun bon de commande n'a pu être émis, et surtout que donc le minimum n'a pas pu être atteint, le principe serait, mais encore une fois sous réserve des dispositions contractuelles, des stipulations contractuelles, le principe serait l'indemnisation du préjudice pour absence d'atteinte du minimum. Sauf à ce que la personne publique puisse justifier que l'absence de passation de nouveaux bons de commande soit réellement imputable à un élément de force majeure, pas simplement à un choix de sa part, mais un élément de force majeure. C'est-à-dire que l'exécution du marché est totalement impossible. Et dans ce cas-là, si on est en force majeure, encore une fois, pas d'indemnisation possible parce que les clauses contractuelles, donc celles qui prévoient notamment un minimum, sont suspendues. Voilà. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment à voir au cas par cas. Si c'est simplement par mesure de précaution que la personne publique décide de ne plus émettre de bon de commande parce qu'elle considère que les conditions ne sont pas respectées, malgré ce que peut lui dire le prestataire, dans ce cas-là, droit à indemnisation. Si par contre on a quelque chose, on a une intervention qui est purement et simplement impossible, purement et simplement rendue impossible par le Covid, dans ce cas-là, effectivement, on a un droit à indemnisation. Pardon, on n'a pas de droit à indemnisation et on peut refuser l'indemnisation demandée pour préjudice par le titulaire. Je vais y arriver, décidément, par le titulaire, même s'il se fonde sur une clause de mini prévue par le contrat. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous remercie d'avoir bien voulu suivre ce petit webinaire. Je suis à votre disposition. Vous avez les coordonnées si jamais vous avez besoin en toute fin. Hop là, voilà, en toute fin, vous les avez ici. N'hésitez pas, ce cabinet Cornet Vincent Sécuré. Merci beaucoup.